À l'aube d'une ère marquée par des tensions géopolitiques croissantes et des défis économiques inédits, la France fait face à une crise économique sans précédent. Les chiffres révélateurs dressent un portrait d'un pays malheureusement au bord du gouffre. La Banque de France a enregistré des pertes abyssales en 2024, totalisant 17,7 milliards d'euros, principalement en raison de la hausse des taux d'intérêt décidée par la Banque centrale européenne. Les prévisions de croissance sont également moroses, avec des estimations de seulement 0,7% pour 2025 et de 1,2% pour 2026, tandis que la dette publique atteint des sommets historiques de 3 400 milliards d'euros, représentant ainsi 58% du PIB. Les dépenses publiques, qui affectent lourdement les finances de l'État, s'envole avec un déficit public atteignant 156 milliards d'euros, soit 6,61% du PIB. En parallèle, l'industrie française s'effondre avec la part de l'industrie dans le PIB tombant à 9% et un déficit commercial record de 81 milliards d'euros. La dégradation imminente de la note souveraine de la France par les agences de notation ne fait qu'aggraver cette situation préoccupante car la France aura de plus en plus de difficultés à se financer sur les marchés. Dans ce contexte, les tensions géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine, exacerbent la situation économique de nombreux pays européens, dont la France. L'économie de guerre, qui implique un redéploiement massif des ressources nationales pour soutenir les efforts défensifs, se fait sentir. La suspension de l'aide américaine à l'Ukraine et l'augmentation significative du budget militaire français illustrent cette réorientation stratégique des ressources. Cependant, cette dynamique économique soulève des interrogations sur la manière dont les individus peuvent protéger leur patrimoine face à une instabilité croissante. Les options de financement pour faire face aux défis économiques, tels que la confiscation des biens ennemis ou la création monétaire, comportent des risques hautement significatifs. L'enseignement de l'histoire, notamment à travers l'exemple de l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale, met en lumière les dangers d'une hyperinflation liée à une expansion monétaire excessive. Face à la dégradation du contexte géopolitique mondial et à la nécessité pour l'Europe de financer la restructuration de la défense militaire, le Parlement européen a même évoqué la possibilité de saisir les avoirs russes pour financer ces dépenses. En réalité, lorsqu'on parle de saisir les avoirs russes, il ne s'agit pas d'actifs concrets comme des biens immobiliers ou de l'or, mais simplement de droits de créance, c'est-à-dire de la dette que l'Europe a envers la Russie. Saisir ces avoirs russes ne signifie donc pas récupérer de l'argent liquide, mais simplement de ne pas rembourser la dette à la Russie. Cela ne permettra pas de générer de nouvelles recettes pour financer des dépenses, comme le suggère le président Macron. Le plus gros risque serait même que la Russie décide de répliquer en saisissant à son tour les véritables actifs industriels et commerciaux que les entreprises européennes possèdent sur son territoire. Si l'Europe ne rembourse pas sa dette à la Russie, celle-ci pourra légitimement saisir les actifs de groupes comme Total qui ont des installations en Russie pour se rembourser. Ce serait un véritable transfert de propriété au détriment des entreprises européennes. La Russie n'aurait en effet rien à perdre dans ce type d'opération car elle considérerait probablement ses créances comme irrécouvrables. Cependant, en récupérant les actifs industriels, et elle obtiendrait quelque chose de bien plus concret et qui possède bien plus de valeur. Cette idée complètement ridicule de saisir les avoirs russes
illustre un manque de compréhension profond du fonctionnement économique par les élites françaises ou une volonté implicite de détruire la souveraineté économique de la France au bénéfice de l'Union européenne. Plutôt que de rechercher des solutions de financement basées sur des mesures irréalistes, il serait plus judicieux pour la France de se concentrer sur la réduction de ses dépenses publiques pour retrouver la confiance des investisseurs et augmenter sa souveraineté économique. Au lieu de cela, le gouvernement français a décidé de lancer un fonds d'investissement destiné à permettre aux citoyens de participer à l'effort de défense nationale. Ce fonds, géré par la Banque publique d'investissement, BPI, vise à capter une partie de l'épargne des Français, estimée à peu près à 450 millions d'euros. Le principe est très simple, les Français peuvent investir un montant minimum de 500 euros, pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros, dans ce fonds dédié à l'industrie de la défense. Selon les promoteurs du projet, cet investissement permettrait de financer quelques centaines d'entreprises, notamment des startups innovantes du secteur de la défense. Cependant, ce fonds comporte de nombreux risques pour les épargnants. Tout d'abord, il s'agit d'un investissement en capital risque sans aucune garantie. Le capital investi n'étant pas protégé par des collatéraux, c'est-à-dire des actifs tangibles comme de l'or ou de l'immobilier, et les investisseurs peuvent donc perdre la totalité de leur mise. De plus, l'argent sera bloqué pendant au moins 5 ans sans possibilité de le récupérer avant cette échéance. Certains médias ont évoqué des rendements potentiels de 10 à 15% par an, ce qui semble particulièrement élevé et peu réaliste. En réalité, le rendement du capital moyen en France sur le capital investissement est à environ 10% par an sur une période moyenne de 10 ans. Par ailleurs, le manque de transparence sur les secteurs d'investissement qui sont aujourd'hui inconnus soulève des interrogations. S'agira-t-il de financer des innovations de pointe ou de simplement soutenir la production d'armements classiques? Dans ce dernier cas, la rentabilité à long terme pourrait être compromise en cas de résolution pacifique du conflit. Certains observateurs établissent même un parallèle inquiétant avec les emprunts russes du début du XXe siècle où un tiers de l'épargne des Français a été perdu. Ils craignent que ce nouveau fonds ne soit qu'un moyen détourné de capter l'épargne des ménages sans garantie de retour sur investissement. Face à ces risques élevés, il est recommandé de faire preuve de prudence, car il est clair que le gouvernement se concentre sur des effets d'annonce sans rien de solide derrière. Et il est regrettable que celui-ci ne cherche pas d'abord à réduire ses dépenses de fonctionnement avant de faire appel à l'épargne des Français. Dans ce contexte incertain, il devient impératif pour les citoyens de diversifier leurs investissements plutôt que de conserver une épargne exclusivement en liquidité, souvent soumise aux aléas inflationnistes. L'histoire, dans des cas similaires, nous a démontré qu'il est recommandé d'acquérir des actifs tangibles tels que l'immobilier, l'or ou même des actions de sociétés étrangères. Une diversification géographique des investissements permet également de mitiger les risques associés à une économie unique et exposée. La diversification des investissements se révèle cruciale dans une économie de guerre pour protéger le patrimoine contre l'érosion due à l'inflation et aux mesures économiques exceptionnelles. Les actifs tangibles tels que l'immobilier, l'or et les devises étrangères sont souvent cités comme des options résilientes permettant de maintenir un niveau de vie en période de crise. L'acquisition de terres est souvent sous-estimée, mais elle devient essentielle en période d'instabilité. Les terres offrent une résilience unique car elles permettent non seulement de construire des logements ou des infrastructures commerciales,
mais aussi de produire des ressources vitales telles que la nourriture et l'eau. Et posséder ce type de terre et ce type d'actifs garantit un accès direct à des ressources de base, renforçant ainsi la sécurité et la stabilité dans des contextes d'incertitude. L'immobilier locatif est également une stratégie d'investissement pertinente en raison de sa capacité à résister à l'inflation, notamment grâce à la possibilité de réajuster les loyers. Ce type d'investissement procure un flux de revenus stable tout en agissant contre un refuge sur les fluctuations économiques. La diversification géographique des investissements est également primordiale pour atténuer les risques économiques. Investir dans des économies moins exposées aux conflits ou neutres peut offrir une protection complémentaire. Des solutions telles que les comptes en devises étrangères et les investissements via des sociétés d'investissement internationales sont des stratégies recommandées pour atteindre cet objectif. D'autres actifs physiques comme les métaux précieux et les objets de valeur représentent des moyens efficaces de maintenir la valeur face aux fluctuations monétaires. Dans ce cadre, une approche diversifiée et stratégique des investissements est essentielle, mettant l'accent sur la résilience et la capacité à produire ou à conserver la valeur ou des ressources vitales. Dans ce contexte, le Brésil peut s'avérer une destination d'investissement prometteuse à condition de comprendre son écosystème et d'avoir une vision à long terme. Car malgré une période d'incertitude économique et des défis notables, le Brésil demeure une terre d'opportunités pour les investisseurs et les entrepreneurs visionnaires qui ont une vision à long terme. Bien que le pays soit actuellement confronté à une gestion budgétaire complexe, avec une augmentation des déficits publics et des taux d'intérêt élevés, les perspectives de croissance à long terme sont encourageantes, notamment en raison des élections présidentielles à venir. La situation économique actuelle, caractérisée par un taux Selic de 14,25% par an, a certes imposé des contraintes sur la capacité d'investissement. Cependant, cette période de turbulence pourrait être également le terreau d'un changement significatif. Le mécontentement croissant à l'égard de l'administration actuelle laisse entrevoir la possibilité d'un gouvernement plus libéral qui pourrait initier des réformes économiques favorables, s'alignant ainsi sur des politiques comme l'Argentine et les États-Unis. Un tournant politique pourrait engendrer une réévaluation des politiques économiques inspirées par des modèles tels que ceux observés en Argentine récemment, où des changements récents ont catalysé la croissance par des mesures initiatives pour les investissements privés. L'éventualité d'une stabilisation politique et économique pourrait également renforcer la position du Brésil sur la scène internationale. En adoptant des politiques qui privilégient la libération des marchés et la réduction des impôts, le pays pourrait attirer de nombreux investissements étrangers, stimulant ainsi l'innovation locale et renforçant sa compétitivité. Le Brésil, riche en ressources naturelles et en matières premières, possède une indépendance alimentaire et énergétique qui constitue un atout majeur dans un contexte économique global en constante évolution. Les investisseurs à long terme peuvent voir dans ces défis actuels une opportunité d'entrer sur un marché en pleine mutation. Le vaste territoire brésilien ainsi que son climat favorable aux affaires offrent un cadre propice pour des projets à long terme et ambitieux. De nombreux secteurs tels que l'agriculture durable, l'immobilier, les énergies renouvelables et la technologie présentent un potentiel pour ceux qui sont prêts à investir dans l'avenir du pays. Ainsi, bien que le Brésil traverse une tempête économique, l'horizon se dégage lentement. Les élections à venir qui auront lieu l'année prochaine pourront être le catalyseur nécessaire pour un renouveau économique. Les acteurs économiques, en gardant un œil attentif sur l'évolution politique, ont une vision positive sur les conséquences de ces éventuels changements. En effet, le Brésil pourrait bien se redéfinir comme une destination d'investissement
incontournable, promettant croissance et prospérité pour ceux qui prennent le risque de s'engager dès maintenant et qui ont une vision à long terme. Il existe plusieurs stratégies de positionnement pour profiter des perspectives de croissance du marché brésilien. Investir dans des actifs fonciers, par exemple, en ciblant des localisations stratégiques en pleine croissance, représente une opportunité prometteuse pour ceux cherchant à préserver ou à valoriser leur capital tout en générant des revenus passifs. Certaines régions à fort potentiel d'appréciation peuvent non seulement protéger contre l'inflation, mais également offrir des revenus réguliers, que ce soit par le biais de loyers liés à des activités résidentielles, commerciales ou agricoles. L'immobilier locatif, particulièrement dans des zones touristiques, peut constituer une protection contre l'inflation tout en permettant de générer des revenus locatifs en jouissant de plusieurs leviers monétaires. Comme cette catégorie d'actifs peut être louée à des Brésiliens ou à des étrangers en monnaie brésilienne ou étrangère, elle offre un niveau de flexibilité et d'adaptation monétaire. Le Brésil possède également d'autres avantages qui, dans le contexte mondial actuel, sont sérieusement à prendre en considération. Au-delà des atouts matériels, le Brésil présente également des avantages immatériels significatifs. Car contrairement aux économies occidentales qui ont battu leur succès sur des piliers de performance et d'efficacité, l'économie brésilienne sera beaucoup plus adaptée et résiliente face aux défis contemporains. Car bien que l'approche des économies occidentales des 40 dernières années ait permis des avancées structurelles et technologiques significatives, elle a engendré également des systèmes hautement centralisés et spécialisés avec une très faible marge de manœuvre. Ces systèmes, bien qu'efficaces pendant des périodes de stabilité, se révèlent extrêmement vulnérables face à de grandes perturbations. La crise financière de 2008 est un exemple révélateur. Cette crise a mis en lumière comment la complexité excessive et l'interdépendance des systèmes financiers ont amplifié l'impact des turbulences économiques, entraînant une récession mondiale et soulignant les dangers d'une centralisation excessive. De plus, la pandémie de Covid-19 a mis en exergue des failles critiques dans cette approche. Les chaînes de production mondialisées, optimisées pour la performance et le coût, ont montré leur incapacité à s'adapter rapidement aux perturbations. Les pénuries de produits essentiels tels que les équipements médicaux et les biens de consommation courante illustrent la fragilité d'un système trop dépendant de la production homogène et centralisée. Les retards dans les livraisons et les ruptures d'approvisionnement ont révélé l'incapacité des systèmes actuels à faire face à des chocs soudains, appelant à une réévaluation des modèles économiques pour incorporer davantage de robustesse et de flexibilité. Ces crises successives montrent que l'efficacité à court terme ne doit pas se faire au détriment de la résilience à long terme. Elle souligne la nécessité de repenser les structures économiques occidentales pour mieux se préparer aux aléas futurs en intégrant des pratiques qui favorisent la durabilité et la diversité. À l'opposé, le Brésil, avec son vaste territoire, ses richesses naturelles et sa diversité culturelle, se présente comme un modèle de robustesse intrinsèque. La méfiance culturelle envers l'autorité et la centralisation a favorisé des structures économiques et sociales beaucoup plus autonomes et flexibles et surtout plus adaptatives. Les Brésiliens, souvent perçus comme moins productifs selon les standards occidentaux, cultivent en réalité une approche plus ancrée dans la réalité, valorisant les interactions humaines et la relation avec la nature. Le climat chaleureux du Brésil stimule une vie communautaire beaucoup plus riche, favorisant des interactions sociales
dynamiques et qui sont des éléments clés de la robustesse. Par exemple, les fêtes de rue, comme le carnaval, ne sont pas de simples expressions culturelles, elles renforcent également le tissu social et créent des réseaux de soutien informel qui s'avèrent cruciaux en temps de crise, permettant aux communautés de se rassembler et de se soutenir mutuellement. L'abondance des ressources naturelles du Brésil, notamment l'Amazonie, offre non seulement des avantages écologiques, mais également économiques. Des pratiques d'agroforesterie, par exemple, illustrent la possibilité de concilier production agricole et préservation de l'environnement dans un contexte ancré dans la réalité et complètement décentralisé. De nombreux agriculteurs brésiliens ont créé des réseaux décentralisés permettant une approche beaucoup plus constructive et concrète tout en adoptant des méthodes respectueuses de leur écosystème et de l'environnement, créant ainsi un modèle de robustesse face aux éventuelles pressions climatiques et économiques. Un autre exemple pertinent est celui de l'agriculture familiale. Ces petites exploitations jouent un rôle crucial dans la sécurité alimentaire et la durabilité. En cultivant des variétés locales et en pratiquant une agriculture respectueuse de l'environnement, ces agriculteurs contribuent à la biodiversité et à la résilience des écosystèmes locaux. Les échanges de produits et de services au sein des communautés brésiliennes illustrent également cette résilience. Dans divers quartiers de grandes villes brésiliennes ou dans des villes de taille moyenne ou même des petites villes, des réseaux d'entraide se forment permettant aux habitants d'échanger des biens et des services sans recourir aux transactions monétaires classiques. Cela crée un tissu social solide et une économie locale dynamique, souvent indépendante des systèmes administratifs et financiers traditionnels. Le troc, qui existe encore et qui perdure dans de nombreuses régions du Brésil, renforce davantage cette résilience. Dans des communautés éloignées, les habitants échangent des biens et des services, des biens comme les denrées alimentaires, des vêtements ou des outils, renforçant ainsi les liens communautaires et réduisant ainsi la dépendance à l'argent et au système financier centralisé. Ces pratiques démontrent comment des alternatives au capitalisme traditionnel peuvent fonctionner efficacement, permettant à ces communautés de prospérer en dehors des grandes structures économiques classiques. En termes économiques, les structures informelles et les réseaux de microfinance au Brésil favorisent également une distribution équitable des ressources en réduisant la dépendance envers les systèmes financiers centralisés, souvent volatiles, et ces approches encouragent une épargne collective et un investissement local, renforçant ainsi la résilience économique de ces communautés. À mesure que le monde fait face à à des incertitudes croissantes, l'exemple du Brésil suggère que l'avenir appartient aux économies capables de cultiver la robustesse. En valorisant la diversité, la coopération et une relation harmonieuse avec la nature et le réel, ces sociétés seront mieux équipées pour naviguer dans un avenir incertain. Pour les économies occidentales, cela implique un réexamen radical de leurs priorités en passant d'une quête de performance à une stratégie axée sur la résilience et la durabilité. En fin de compte, l'inefficacité apparente du Brésil pourrait bien se révéler être son plus grand atout dans un monde où la robustesse sera certainement la clé du succès. La préparation et l'anticipation demeurent des éléments clés pour se protéger et tirer parti des opportunités en période de crise économique. En tirant parti des leçons du passé et en diversifiant judicieusement ses investissements, notamment en se tournant vers des marchés résilients et prometteurs comme le Brésil, il est possible de naviguer avec succès à travers l'incertitude tout en préservant son patrimoine. Si vous envisagez d'investir au Brésil en élaborant des stratégies visant à protéger, diversifier et valoriser votre patrimoine avec une perspective résiliente et à long terme, nous vous invitons à nous contacter pour obtenir davantage d'informations.
La vidéo touche à présent à sa fin. Si son contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le pouce bas de l'écran. Votre soutien nous motive à créer de nouvelles vidéos. À présent, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!